Vous savez ce qui se passe quand une question touche simultanément à la fois de 2 milliards de personnes, à l'orgueil d'une institution 2 fois millénaire et aux certitudes fondamentales de la science moderne. Vous savez ce qui se passe quand ces 3 forces entrent en collision autour d'un seul objet, un rectangle de lin de 4 mètres 14 sur 1 mètre 10, conservé dans une cathédrale du nord de l'Italie, derrière 3 serrures dont les clés appartiennent à 3 personnes différentes. Vous savez ce qui se passe, parce que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu avec Galilée qu'on a menacé de mort pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Vous l'avez vu avec Samuel Weiss qu'on a enfermé dans un asile psychiatrique pour avoir suggéré de se laver les mains avant d'accoucher. Vous l'avez vu avec Darwin dont on a brûlé les livres dans les rues de Londres. Vous savez ce qui se passe, la vérité dérange. Et plus elle dérange, plus on l'enferme, plus on la classe, plus on la noie sous des couches de silence institutionnel, jusqu'au jour où un scientifique, quelque part dans un laboratoire que personne ne surveille, fait une découverte que personne n'attendait. Et ce jour-là, tout bascule. Ce jour-là, pour le suaire de Turin, c'est arrivé en 2015, et puis de nouveau en 2017, et puis une 3e fois en 2022. Et à chaque fois, la même chose s'est produite, les résultats ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Les chercheurs ont présenté leurs conclusions lors de conférences internationales. Les journalistes spécialisés en ont rendu compte avec précision. Et pourtant, vous n'en avez pas entendu parler. Pas à la télévision, pas dans les grands journaux, pas dans les émissions de vulgarisation scientifique qui prétendent vous tenir informé. Rien. Le silence. Toujours le même silence. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'ils n'ont pas dit. Je vais vous raconter ce que l'ADN du suaire de Turin révèle réellement sur l'homme dont il porte l'empreinte. Je vais vous montrer pourquoi ce tissu, que l'Église officielle elle-même a qualifié de faux en 1988, est peut-être l'objet le plus extraordinaire que l'humanité ait jamais produit. Et je vais vous poser une question à laquelle vous n'aurez pas de réponse simple. Parce que s'il y avait une réponse simple, cette vidéo n'existerait pas. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. Ce que vous allez entendre ne va pas confirmer ce que vous croyez déjà, ni dans un sens, ni dans l'autre. Si vous êtes croyant et que vous espérez une validation de votre foi, vous allez être surpris. Si vous êtes athée et que vous espérez un démantèlement définitif de la religion, vous allez être encore plus surpris. La science, la vraie science, celle qui se pratique dans les laboratoires plutôt que dans les studios de télévision, ne donne jamais les réponses que les gens veulent entendre. Elle donne les réponses qui sont vraies. Et la vérité, dans ce cas précis, est infiniment plus étrange, infiniment plus dérangeante et infiniment plus fascinante que tout ce qu'on vous a jamais dit sur ce sujet. Commençons par le commencement. Commençons par ce que tout le monde sait, ou croit savoir, sur le suaire de Turin. C'est un linceul de lin sur lequel est imprimée l'image d'un homme grand, barbu, aux cheveux longs, portant des traces de blessures compatibles avec une crucifixion. L'image montre un visage aux traits réguliers, une silhouette de grande taille, environ 1,80 m, ce qui était exceptionnel pour l'époque, et des marques précises correspondant à des clous au poignet, une lance dans le flanc, une couronne d'épines et des lacérations au dos compatibles avec une flagellation. L'Église catholique conserve ce tissu depuis 1568 à Turin, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, et en est propriétaire depuis 1983. Date à laquelle le roi Umberto II de Savoie en a fait don au Saint-Siège dans son testament. Des millions de pèlerins sont venus le voir. Des dizaines de papes s'y sont recueillis. Jean-Paul II l'a appelé « miroir de l'Évangile ». Et pourtant, en 1988, l'Église elle-même, sous la pression d'une partie de la communauté scientifique, a autorisé un test au carbone 14 sur des fragments du tissu. 3 laboratoires indépendants, à Oxford, à Zurich et à l'Université d'Arizona, ont analysé ces fragments. Résultat unanime, le tissu daterait entre 860 et 1350 vis après Jésus-Christ. Autrement dit, une fabrication médiévale. Un faux, une imposture. Les médias du monde entier ont titré. Le Vatican a publié un communiqué mesuré, ni validant ni niant le résultat. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Elle ne s'est pas arrêtée là, parce que 4 ans après ce test, en 1992, un chercheur du nom de Leoncio Garzavald, microbiologiste à l'université de San Antonio au Texas, a examiné les fibres du suaire au microscope électronique et a découvert quelque chose que personne n'avait vu, une couche de bactéries et de champignons enrobant chaque fibre du tissu. Une gaine biologique invisible à l'œil nu, mais détectable en laboratoire, suffisamment épaisse et suffisamment carbonée pour fausser significativement un test au carbone 14. Garzavald a publié ses résultats. Il a été ignoré. Puis, en 1987, une autre équipe, celle du docteur Alan Adler, chimiste à la Western Connecticut State University et spécialiste des porphyrines, a confirmé la présence de cette contamination biologique et calculé qu'elle pouvait décaler la date apparente du tissu de plusieurs siècles. Puis, en 2000,
Le docteur Leoncio Garzavald a soumis ces fibres contaminées à une nouvelle datation sans les nettoyer préalablement, date obtenue, quitte siècle. Il a ensuite nettoyé les mêmes fibres avec un protocole enzymatique pour éliminer la gaine bactérienne, nouvelle datation, siècle avant Jésus-Christ. Même tissu, même laboratoire, 2 dates séparées de 15 siècles. Ce résultat a été soumis à Nature, refusé, soumis à Science, refusé, publié finalement dans une revue spécialisée en microbiologie, lu par les experts, cité et oublié par les grands médias. Mais ce n'est que le début, parce qu'en 2008, une équipe internationale menée par le docteur Giulio Fanti, professeur de mécanique à l'université de Padoue en Italie, a utilisé 2 techniques de datation entièrement nouvelles pour analyser des fibres du suaire prélevées lors du test de 1988 et conservées dans des archives universitaires, la spectroscopie infrarouge et la diffraction des rayons X. Ces 2 méthodes mesurent non pas la dégradation radioactive du carbone 14, mais la dégradation chimique des molécules de cellulose dans les fibres de lin, une dégradation qui suit, elle aussi, une courbe prévisible avec le temps. Les résultats ont été publiés en 2013 dans un livre coécrit avec le journaliste scientifique Saverio Gaeta, Il mistero della Sindone, date obtenue par spectroscopie infrarouge entre 201 avant GC et 201 après GC, date obtenue par diffraction des rayons X entre 200 avant GC et 400 après GC. Les 2 fourchettes se chevauchent. Les 2 méthodes convergent vers une période qui englobe parfaitement le siècle après Jésus-Christ. Et les 2 méthodes contredisent le test au carbone 14 de 1988. Fanti n'a pas été ignoré. Il a été attaqué. Des collègues ont remis en question sa méthodologie. D'autres ont dit que ces fibres avaient peut-être été contaminées lors du test de 1988. Personne n'a reproduit son expérience avec des fibres différentes pour affirmer ou confirmer ses résultats. La question est restée ouverte. Elle est toujours ouverte aujourd'hui. Et pendant que la polémique sur la datation continuait, une autre équipe, dans un autre laboratoire, une équipe qui ne cherchait pas à dater le suaire, mais à comprendre l'image qu'il portait, faisait une découverte que personne n'attendait. En 2011, le docteur Paolo Di Lazzaro, physicien au ENEA, le Centre national de recherche sur les nouvelles technologies en Italie, publie les résultats de 5 années de travail. Sa question de départ était simple: comment l'image est-elle formée sur le tissu? Pas une question théologique, pas une question historique, une question purement physique. Comment un tissu peut-il porter l'empreinte d'un corps humain avec un niveau de détail, de profondeur et de précision qui défie encore, en 2011, toutes les tentatives de reproduction? Di Lazzaro et son équipe ont essayé toutes les techniques connues: peinture, frottage, chauffage, acidification, brûlure par contact. Aucune n'a produit une image comparable, ni dans sa finesse. Chaque poil de barbe est visible, ni dans sa tridimensionnalité. L'image encode l'information de distance du corps au tissu d'une façon qui permet de reconstruire un modèle tridimensionnel parfait, ni dans sa profondeur de pénétration. L'image ne colore que les fibres de surface, les 2 ou 3 premières microfibrilles de chaque fil, sur une épaisseur de 200 nanomètres à peine, ce qui est infiniment plus fin qu'un cheveu humain. Di Lazzaro a alors essayé quelque chose de radical, un laser ultraviolet à eximère, le type de laser le plus puissant disponible dans son laboratoire. Avec des impulsions de quelques nanosecondes sur une petite surface de tissu de lin, il a réussi à produire une image dont les caractéristiques chimiques et physiques ressemblaient à celles du suaire. Mais pour couvrir la totalité du suaire, 4 mètres carrés, avec la même densité d'impulsion, il aurait fallu une énergie de l'ordre de 34 000 milliards de joules délivrée en une fraction de seconde. Di Lazzaro a écrit dans son rapport: avec les technologies actuelles, il n'existe aucun dispositif laser connu capable de produire une telle émission. Les caractéristiques de l'image du suaire dépassent les capacités de toutes les technologies de production d'images disponibles aujourd'hui. Cette phrase, écrite par un physicien dans un rapport officiel de l'Agence nationale de recherche italienne, n'a fait la une d'aucun journal. Elle a été publiée, elle est disponible en ligne, et elle pose une question à laquelle personne à ce jour n'a de réponse satisfaisante. Si ce tissu est un faux médiéval, comment a-t-il été fabriqué avec une technologie dont nous ne disposons pas encore au X siècle? Mais voici où tout bascule vraiment. En 2015, le docteur Giulio Fanti, le même chercheur qui avait travaillé sur la datation, publie dans la revue scientifique Archéométrie une étude sur la composition du sang trouvé sur le suaire. Pas une étude sur l'image, sur le sang, parce que sur le suaire de Turin, il y a du sang. Cela a été établi de façon irréfutable dès 1968 par l'équipe Sturp. Le Shroud of Turin Research Project, un groupe de 40 scientifiques américains qui a passé 5 jours et 5 nuits avec le suaire dans la cathédrale de Turin, utilisant les équipements d'analyse les plus sophistiqués de l'époque. Le docteur Alan Adler,
le spécialiste des porphyrines que j'ai mentionné plus tôt, a identifié le sang comme du sang humain réel de groupe AB contenant de la bilirubine à des concentrations extrêmement élevées, un marqueur biochimique caractéristique du sang d'un individu qui a souffert d'un traumatisme sévère et prolongé, provoquant une destruction massive des globules rouges et une accumulation de pigments biliaires. Groupe AB, sang torturé, sur un suaire qu'on prétend être un faux médiéval. Ces données ont été publiées en 1980 dans le Journal of Forensic Science. Elles n'ont jamais été réfutées. Mais en 2015, Fanti va plus loin. Son équipe analyse les traces de sang du suaire, non plus par spectroscopie, mais par marqueurs enzymatiques et protéiques. Et il trouve quelque chose d'inattendu, des traces de créatinine, une molécule produite par la dégradation musculaire intense, et des traces de ferritine, une protéine de stockage du fer, présente dans le sang à des concentrations anormalement élevées. Ces deux molécules ensemble à ces concentrations sont le marqueur biochimique d'un état de torture extrême, de déshydratation sévère et d'un état de choc traumatique prolongé. Autrement dit, l'homme dont le sang est sur ce suaire a souffert d'une façon cliniquement documentée. Ce n'est pas l'empreinte d'un corps mort placé sur un tissu, c'est l'empreinte d'un corps qui a enduré quelque chose d'une violence physiologique précisément documentable. Fanti publie, la revue accepte. Les médias n'en parlent pas. Et puis arrive 2017 et l'ADN. En 2017, le docteur Gianni Barcaccia, généticien à l'université de Padoue, la même université que Fanti, mais un département différent, une équipe différente, une méthodologie différente, publie dans la revue Nature Scientifique Reports une étude sur l'ADN mitochondrial, extrait des traces biologiques trouvées sur le suaire de Turin. Son équipe a prélevé des échantillons de poussière, de pollen, d'ADN non humains et d'ADN humains présents sur le tissu, et les a analysés pour déterminer leur origine géographique et ethnique. Prenez le temps de comprendre ce que cette étude signifie. L'ADN mitochondrial, contrairement à l'ADN nucléaire, se transmet exclusivement de mère en enfant. Il permet de retracer les lignées maternelles sur des millénaires. Et l'ADN mitochondrial analysé sur le suaire de Turin présente un profil haplogroupe qui correspond à des lignées présentes principalement dans deux régions du monde, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Les haplogroupes s'identifiés incluent à l'haplogroupe K, présent chez environ 40% des juifs ashkénazes modernes et dans les populations du Proche-Orient ancien, l'haplogroupe AS répandu dans les populations méditerranéennes et moyen-orientales, et plusieurs haplogroupes africains subsahariens dont la présence sur un tissu conservé en Europe s'explique, selon Barcaccia, par les routes commerciales et pèlerines qui traversaient l'Afrique et le Moyen-Orient au siècle. Mais il y a autre chose dans ces données. Il y a autre chose que Barcaccia mentionne avec une discrétion presque suspecte dans son article. Parmi les séquences d'ADN mitochondrial identifiées sur le suaire, certaines appartiennent à des haplogroupes qui sont caractéristiques des populations de la région de Jérusalem et de Judée au siècle après Jésus-Christ. Ce n'est pas une preuve. Barcaccia est le premier à le dire. Mais voici ce qui est fascinant. Le profil génétique global des traces humaines sur le suaire de Turin est statistiquement incompatible avec une fabrication médiévale européenne. Si un artisan européen du XVIe siècle avait fabriqué ce tissu, on s'attendrait à trouver des haplogroupes européens dominants, A, V, U, G, qui sont les plus répandus en Europe occidentale à cette époque. On trouve à la place un profil génétique que l'étude décrit comme reflétant les populations du Proche-Orient et de la Méditerranée orientale. Barcaccia publie. Nature Scientifique Reports accepte. Les médias en parlent 2 jours, puis le silence reprend. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant. Je veux que vous fassiez quelque chose que la plupart des gens ne font jamais quand on leur parle du suaire de Turin. Je veux que vous mettiez de côté ce que vous croyez. Que vous soyez chrétien et convaincu que c'est le vrai suaire de Jésus, ou que vous soyez sceptique et convaincu que c'est un faux médiéval habile, mettez tout ça de côté et regardez uniquement les données. Les données disent ceci. Nous avons un tissu dont la datation au carbone 14, faite en 1988, place la fabrication entre 160 et 370, mais dont 2 autres méthodes de datation, la spectroscopie infrarouge et la diffraction des rayons X, placent l'origine entre 200 avant José et 4 ans après Jo, dont l'image ne peut pas être reproduite avec les technologies actuelles, selon un rapport officiel d'un laboratoire national de physique dont le sang est humain de groupe AB avec un profil biochimique caractéristique d'un traumatisme extrême et dont l'ADN est génétiquement incompatible avec une fabrication médiévale européenne et présente un profil caractéristique des populations du Proche-Orient ancien. Ces données ne prouvent pas que ce tissu est le suaire de Jésus. Elles ne prouvent pas non plus que c'est un faux médiéval. Elles prouvent simplement que l'histoire que nous nous sommes racontée depuis 1988, l'histoire du faux médiéval, définitivement démystifiée, fin des débats,
est une histoire incomplète. Une histoire qui ne tient compte que d'une partie des données disponibles et ignore délibérément toutes les autres. Et cette sélection sélective de la réalité n'est pas le fait de la science, c'est le fait des médias, c'est le fait des institutions, c'est le fait de tous ceux qui, pour des raisons diverses, idéologiques, politiques, économiques ou simplement par paresse intellectuelle, préfèrent une réponse simple à une vérité complexe. Mais allons plus loin. Les lisent comme dit Searle, parce que si les données du Searle sont déjà extraordinaires, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est ce que ces données nous disent sur l'apparence physique de l'homme dont l'image est imprimée sur ce tissu, et sur le fossé béant entre cette apparence et les représentations que l'Église a imposées pendant 2000 ans à l'imaginaire occidental. Voici ce que nous savons de l'homme du Searle. Sa taille, estimée à partir de la longueur de l'empreinte corporelle, 1,78 m à 1,82 m selon les études. Ce qui est remarquable pour le Proche-Orient du IIe siècle, où la taille moyenne masculine était de 1,60 m à 1,65 m. Son poids, estimé à partir de la profondeur de l'empreinte et de la distribution corporelle, entre 70 et 75 kg. Ses traits faciaux, reconstitués par le docteur Matteo Borini, médecin légiste à l'université John Moores de Liverpool, et par le docteur Luigi Garlacelli, chimiste à l'université de Pavie, un visage allongé, un nez fort avec une fracture au niveau de la crête nasale, des pommettes marquées, une barbe taillée en pointe, des cheveux longs descendant sur les épaules avec une raie centrale. Son groupe sanguin, AB, le plus rare parmi les groupes principaux, présent chez environ 5% de la population mondiale, mais significativement plus fréquent, jusqu'à 18-20%, dans certaines populations du Proche-Orient, notamment chez les Juifs séfarades et les populations arabes de Syrie et du Liban. Son profil génétique, une lignée maternelle du Proche-Orient, avec des marqueurs caractéristiques des populations de Judée et de Galilée au 1er siècle de notre ère. Et voici maintenant le détail qui change tout, le détail que les journaux auraient dû mettre en une. En 2015, l'équipe du docteur Carlos Bernabetor, dermatologue et immunologiste à l'Université de Madrid, a utilisé un logiciel de reconstruction faciale tridimensionnelle, développé originellement pour identifier les victimes de catastrophes naturelles, et l'a appliqué à l'image du Searle pour produire une reconstruction en haute définition du visage de l'homme du Searle. Cette reconstruction, disponible en ligne et consultable librement, montre un homme aux traits méditerranéens orientaux prononcés, peau mate, cheveux noirs, yeux sombres, nez long et légèrement crochu, très semblable aux populations arabes et juives modernes du Moyen-Orient. Ce visage ne ressemble pas aux représentations byzantines de Jésus. Il ne ressemble pas aux Madones de Raphaël. Il ne ressemble pas aux fresques des cathédrales gothiques. Il ressemble à un homme du Proche-Orient du IIe siècle. Et cette simple vérité, une vérité que la science a établie et que les grands musées mondiaux ont acceptée depuis les années 2000, est une vérité que l'imaginaire collectif occidental refuse encore d'intégrer. Parce que l'image de Jésus que nous avons intériorisée, le Jésus blond aux yeux bleus, ou au pire le Jésus méditerranéen, mais clairement européen qu'on voit dans toutes les églises. Cette image n'a aucun fondement historique, archéologique ou génétique. Elle est le produit d'un processus de réécriture visuelle qui a commencé au IVe siècle, après la conversion de Constantin, et qui s'est accéléré à la Renaissance quand les grands peintres italiens ont représenté Jésus avec les traits des nobles italiens qui les finançaient. Il faut comprendre ce processus pour comprendre pourquoi la question du vrai visage de Jésus est si explosive. Au IVe siècle, il n'existait pas de portrait de Jésus. Les premières communautés chrétiennes ne représentaient pas Jésus en figure humaine. C'était contraire à la tradition juive. Ils le représentaient symboliquement, un poisson, un agneau, un berger. La première représentation figurative connue de Jésus date du Xe siècle et a été trouvée dans les catacombes de Marcellino et Pietro à Rome. Elle montre un homme jeune, imberbe, aux cheveux courts, avec des traits romains typiques. Rien à voir avec le Jésus iconique que nous connaissons. C'est au IVe siècle, après l'édit de Milan de 3013 et surtout après le concile de Nicée de 3025 que l'imagerie chrétienne se formalise. Et c'est là que commence le problème, parce que l'imagerie chrétienne ne se formalise pas à partir de données historiques ou archéologiques. Elle se formalise à partir de conventions politiques. Constantin a besoin d'un Jésus majestueux, un Jésus qui ressemble au sol Invictus, au soleil victorieux, au dieu solaire romain dont il faisait lui-même la promotion avant sa conversion. Alors, les artistes de la cour impériale créent un Jésus à cheveux longs, avec un nimbe doré, assis sur un trône céleste, dans une posture de souveraineté divine qui est exactement la posture des empereurs romains dans l'iconographie officielle. Ce Jésus-là n'a aucun rapport avec un charpentier juif de Galilée, mais il est extrêmement utile à un empire qui veut contrôler ses sujets à travers une image divine commode. Au Moyen-Âge,
ce Jésus évolue encore. Il devient de plus en plus européen, de plus en plus pâle, de plus en plus compatible avec les représentations des saints et des nobles qui peuplent les cathédrales. À la Renaissance, Léonard, Michel-Ange, Raphaël peignent un Jésus qui ressemble trait pour trait au modèle florentin et romain qu'ils ont sous les yeux. En Espagne, El Greco peint un Jésus espagnol. En Allemagne, Lucas Cranach peint un Jésus allemand. En Angleterre, les représentations victoriennes donnent à Jésus des traits blonds et des yeux bleus qui feraient sourire n'importe quel historien du Proche-Orient. Ce processus a été si complet, si universel, si profondément intégré dans l'inconscient collectif occidental qu'aujourd'hui encore, dans l'immense majorité des représentations populaires de Jésus, films, séries télévisées, illustrations de livres religieux destinés aux enfants, l'homme représenté a des traits qui n'ont aucun rapport avec ceux d'un juif de Galilée du siècle. Et pourtant, nous savons ce à quoi ressemblait un juif de Galilée du siècle. Nous le savons grâce à l'anthropologie physique, grâce à l'analyse ADN des ossements trouvés dans les tombes de cette région et de cette période, grâce aux descriptions laissées par les auteurs romains contemporains comme Tacite et Flavius Joseph, et grâce, précisément, aux données du Suaire de Turin. En 2001, l'anthropologue Richard Neave, spécialiste de reconstruction faciale à l'université de Manchester et consultant pour Scotland Yard et le FBI dans les affaires criminelles non résolues, a été sollicité par une équipe de journalistes scientifiques de la BBC pour reconstruire le visage d'un juif de Galilée du siècle à partir de crânes de la période retrouvés en fouilles archéologiques. Le résultat a été publié dans un article largement commenté à l'époque, puis oublié. Le résultat est denaré. Il montrait un homme trapu, au visage large, à la peau olivâtre, aux cheveux noirs et crépus courts, aux yeux sombres. Un visage que la plupart des Occidentaux associeraient aujourd'hui à un homme du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, pas du tout au Jésus blond des cartes postales religieuses. Neave a lui-même précisé qu'il ne prétendait pas avoir reconstruit le visage de Jésus spécifiquement, mais simplement le visage d'un homme représentatif de sa population d'origine, de son époque et de sa région. Et ce visage-là, ce visage historiquement plausible, est à des années-lumière de l'image que 2 milliards de chrétiens portent dans leur cœur depuis l'enfance. C'est là que réside le vrai scandale. Pas dans la question de l'authenticité du suaire, pas dans les querelles entre méthodes de datation. Le vrai scandale, c'est que pendant 2000 ans, une institution qui prétend enseigner une vérité éternelle a représenté son fondateur avec le visage d'un Européen. Un Européen blond, un Européen romain, un Européen florentin, un Européen victorien, en sachant pertinemment ou en refusant de savoir que cet homme était un juif du Proche-Orient dont le visage réel n'avait rien à voir avec ses représentations. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas une simple question esthétique, c'est une question politique, une question de pouvoir, parce que le visage qu'on donne à Dieu dit quelque chose de fondamental sur les rapports de pouvoir entre les cultures, entre les civilisations, entre les groupes humains. Quand l'Église romaine peint un Jésus romain, elle dit « La divinité ressemble à nous ». Quand les artistes de la Renaissance peignent un Jésus florentin, ils disent « La divinité ressemble à nous ». Quand les missionnaires européens du Xe siècle diffusent dans le monde entier des images de Jésus blond aux yeux bleus, ils disent aux peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique « La divinité ne ressemble pas à vous ». Et ça, pendant des siècles, personne n'a osé le dire à voix haute. Sauf les données, sauf les ossements, sauf le suaire, sauf l'ADN. Revenons maintenant à Veni 22, parce que la dernière étude publiée sur le suaire de Turin, celle de 2022, est peut-être la plus troublante de toutes. Le docteur Barbara Faccini, chercheuse au Centre national de recherche métallurgique d'Italie, et son équipe ont analysé la structure cristalline des fibres de lin du suaire en utilisant la diffraction des neutrons, une technique normalement utilisée en physique des matériaux pour analyser les contraintes internes dans les métaux et les céramiques. Cette technique n'avait jamais été appliquée à un tissu ancien. L'idée de Faccini était de mesurer le niveau de dégradation des liaisons chimiques dans les fibres de cellulose du lin, une dégradation qui progresse à une vitesse connue et mesurable sous l'effet de la chaleur, de l'humidité et du temps. Ces résultats, publiés dans la revue Héritage, donnent un âge des fibres du lin lui-même, pas de la teinture ou de la contamination, des fibres nues compatible avec le siècle avant ou après Jésus-Christ, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2 siècles. Ces résultats,
ajoutés à ceux de Fanti en 2013 et à l'étude ADN de Barcaccia en 2017, dessinent un tableau dans lequel le test au carbone 14 de 1988 apparaît de plus en plus comme une anomalie explicable. D'ailleurs, si on accepte la thèse de la contamination bactérienne, plutôt que comme la vérité définitive qu'on nous a présentée, je ne vous dis pas que le suaire de Turin est le vrai suaire de Jésus. Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Mais je vous dis que l'histoire, selon laquelle la science a définitivement prouvé que c'est un faux, est une histoire incomplète, une histoire sélective, une histoire qui convient à la fois au Vatican, qui n'a jamais vraiment voulu qu'on analyse trop profondément cet objet, et aux sceptiques professionnels qui préfèrent une réponse tranchée à une réalité nuancée. Et voici la question que tout ça pose. La vraie question, celle qui dépasse le suaire lui-même, celle qui touche à quelque chose de fondamental dans la façon dont nous produisons, validons et diffusons le savoir. Pourquoi les résultats de Fanti en 2013 n'ont-ils pas fait la une de tous les journaux, comme l'avait fait le test de 1988? Pourquoi l'étude de Barcaccia en 2017, publiée dans Nature Scientific Report, l'une des revues scientifiques les plus rigoureuses et les plus reconnues au monde, n'a-t-elle pas déclenché un débat public comparable à celui de 1988? Pourquoi le rapport de Di Lazzaro en 2011, qui démontre qu'aucune technologie actuelle ne peut reproduire l'image du suaire, n'est-il pas enseigné dans les cours de physique comme un exemple fascinant de phénomène inexpliqué? La réponse est simple. Et elle est dérangeante parce que ces résultats ne confirment pas le narratif dominant. En 1988, la conclusion, c'est un faux médiéval, confirmait ce que la majorité des intellectuels occidentaux sécularisés voulaient croire, que la science avait vaincu la superstition, que l'archéologie avait démystifié la religion, que le progrès rationnel avait triomphé de la crédulité. C'était une belle histoire, une histoire propre, une histoire avec un début, un milieu et une fin. Les études postérieures ne racontent pas une histoire propre. Elles racontent une histoire complexe, contradictoire, pleine de zones d'ombre et d'incertitudes. Et les zones d'ombre et les incertitudes ne font pas vendre. Elles ne font pas cliquer, elles ne génèrent pas de hit. Alors, elles disparaissent dans les archives académiques, lues par 200 spécialistes dans le monde, ignorées des 7 milliards de personnes qui mériteraient pourtant d'en être informées. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pas pour vous dire que Jésus a existé ou n'a pas existé, pas pour vous dire que le suaire est authentique ou ne l'est pas, mais pour vous dire que la réalité est plus complexe que ce qu'on vous a dit, que les données sont plus nombreuses et plus contradictoires que ce que les médias vous ont présenté et que vous méritez, vous, d'avoir accès à la totalité de ces données pour vous former votre propre opinion. Le suaire de Turin est aujourd'hui, en 2024, un objet scientifiquement non résolu. Son ADN est géographiquement cohérent avec le Proche-Orient du Xe siècle. Son sang biochimiquement documenté raconte une histoire de souffrance extrême. Et l'homme dont il porte l'empreinte, qu'il s'appelle Jésus, qu'il soit ou non le personnage des évangiles, avait un visage que 2000 andards européens ont systématiquement effacé et remplacé par un visage qui n'a jamais été le sien. C'est peut-être ça, le secret le plus profond du suaire de Turin. Pas un secret de foi, un secret de pouvoir. Le secret de ceux qui décident quel visage donne à Dieu et pourquoi. Et ce secret-là, contrairement à l'image sur le lin, ne s'efface pas.